Ouvrez grand vos oreilles. Vous écoutez un balado Urbania. Québec, 2030. Les villes n'ont pas su comment s'adapter à la croissance démographique et l'exode des villes est à son paroxysme. Le territoire entre les grands centres n'est qu'une gigantesque banlieue. Toutes les forêts ont été abattues. La végétation du Québec n'est constituée que d'une seule espèce, la pelouse. Chaque foyer possède au moins 4 voitures et celles-ci doivent parcourir au minimum 100 km pour espérer trouver un supermarché. Ceux qui ne vont pas au centre d'achat se font tout livrer par drone. Le soleil est constamment caché par ces petits bolides transportant des iPhone 20 et des sacs de chips. Il n'y a aucun avenir pour les villes du Québec. Il n'y a plus aucun avenir pour les Québécoises et les Québécois. Et là, ça fait rêver. Mais qui rêve pas d'avoir un ciel rempli de robots qui appartiennent à Amazon? Et je remarque que t'es un peu plus cynique à chaque épisode. Je te dis que j'ai pas hâte au 8e. Moi, c'est Alexandre Forêt, humoriste de La Relève. J'ai 28 ans et je vois toujours le verre à moitié plein. Et moi, c'est Léa Hilardo, j'ai 23 ans. Je milite depuis plusieurs années pour la justice climatique et j'essaie de me concentrer sur ce qu'il y a de beau dans ce tas de moches potentiels à venir et déjà présents. Ah, tellement pure cette Léa. Mis à part nos belles personnalités, on a autre chose en commun. On est assez inquiet par rapport à l'avenir de la planète. Ouais, puis on n'est pas les seuls. L'éco-anxiété, c'est un des traits distinctifs de notre génération. J'ai commencé l'hypnose pour oublier que ça existe. Chaque fois qu'on mentionne avenir, mon cerveau le remplace par Ginette Renault. Bon, c'est pas une si mauvaise chose, car je vais t'aider à aller voir un peu plus haut, un peu plus loin. On peut toujours aller plus loin. On t'aime, Ginette. Puis c'est un peu ça l'idée de cette série balado, servir de remède à ça. Parce que même si on peut pas nier la gravité de la situation, il y a plusieurs personnes qui travaillent, militent et réfléchissent à toutes sortes de moyens d'améliorer le cours des choses. On va aller à leur rencontre, question de voir l'avenir du Québec un peu plus en rose et en vert. Bienvenue à Avant de tirer la plug. Une présentation d'Urbania en collaboration avec Hydro-Québec. Bon, t'as été ben négatif en début d'épisode, mais ça serait quoi pour toi la ville du futur parfaite? J'en demande pas gros. Pour moi, la ville parfaite, ça serait une ville en harmonie avec la nature. Une belle symbiose entre l'urbain et la forêt, où il y aurait des édifices qui hébergent des forêts complètes remplies d'animaux. Tout le monde serait pieds nus, les rues seraient des gigantesques tapis de yoga. À tous les coins de rue, il y aurait des fûts de kombucha. Ah oui, quelque chose de simple, quoi. Exact, tu sais, 2-3 coups de pinceau, puis on l'a, notre ville. Et si, mettons, je te lance l'idée, comme ça, là, qu'une ville cool du futur, ce serait une ville qui devient de plus en plus autonome. Léa, c'est le fun de vivre des fantaisies, mais des fois, faut revenir les pieds sur terre. Ouais, bon, je reviendrai te demander conseil après ton cours de yoga sur le boulevard Cavendish. Ça va me faire plaisir. Hey, j'ai plein d'idées dans un scrapbook que j'ai fait, là. Il y a même des petits brillants, puis tout, là. Faut que t'ailles voir ça, c'est quelque chose. Bon. Mais sérieusement, là, si je te dis qu'au Québec, on a déjà une petite idée d'à quoi ça peut ressembler une ville presque autonome sur le plan énergétique, tu penses à quoi? Ça va être des fûts de kombucha. Eh là là, t'as décidé de pas m'aider aujourd'hui, toi. Ouais, les bons fûts de kombucha, tu sais, kombucha à l'hibiscus en plus. Bon, je suis désolée, j'ai un peu comme perdu mon co-animateur, fait que je vais m'adresser à vous directement, chers auditeurs et auditrices. Tu sais, l'énergie, c'est un élément clé lorsqu'on parle de transition écologique. Qu'elle soit fossile ou renouvelable, l'énergie, c'est pas mal à la base de toutes nos activités. Se chauffer, se déplacer, se nourrir... Aller sur TikTok. Bon, t'es revenu. Mais oui, notamment, pourquoi pas. Bref, je vous emmène à Lac-Mégantic, première ville avec un micro-réseau îlotable au Québec. Pourquoi Lac-Mégantic? Vous avez certainement entendu parler de la tragédie du 6 juillet 2013 lorsqu'un train transportant du pétrole a explosé en plein centre-ville de la ville de Lac-Mégantic, faisant 47 victimes. Suite à ça, la ville a voulu avoir un nouveau départ pour s'aider à faire son deuil. Exact. Vois-le un peu comme un processus de guérison. Reconstruire, oui, mais le faire en s'émancipant des énergies fossiles qui ont causé la tragédie. Le projet s'est présenté sous la forme d'un micro-réseau, un réseau autonome. Mais avant de parler d'énergie, on n'a pas le choix de revenir sur l'événement du 6 juillet 2013.
Le convoi est arrivé au centre-ville à une vitesse assez impressionnante. Puis le monde courait partout dans les rues, a pu savoir où aller se diriger. Et on a juste eu le temps de mettre les enfants dans l'auto puis partir. J'ai justement discuté avec Julie et Denis, propriétaires de Bolduc Chaussures et Vêtements dans le centre-ville de Lac-Mégantic. Bonjour Julie, bonjour Denis. Bonjour. 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 Bon, très content de vous parler aujourd'hui. Alors, j'ai devant moi la propriétaire et l'ex-propriétaire de Bolduc Chaussures, c'est bien ça? Oui. Oui. Premièrement, quand il y a eu la tragédie, où étiez-vous? Comment vous l'avez vécu? Bien, on était à la maison, on a reçu un appel de mémoire, il était peut-être 1h du matin à peu près, pour nous dire que le centre-ville était en feu. Instinctivement, Denis, lui, est parti parce qu'il y avait son commerce. Puis moi, c'était de faire des appels à savoir où étaient nos enfants, pour être sûr, parce qu'on sait bien que là, il y avait entre autres le Musicafé où est-ce que plusieurs pouvaient se retrouver à cette heure-là de la nuit. Donc, après moi avoir fait les vérifications puis m'assurer que les enfants étaient tous corrects, instinctivement, j'ai cherché où est-ce qu'il pouvait bien avoir un centre de mesure d'urgence parce que dans ma tête, il devait y avoir un centre à quelque part. Je l'ai trouvé, puis moi, je suis allée directement là pour aller donner un coup de main. J'ai travaillé beaucoup en collaboration avec la Sûreté du Québec, puis là, on accueillait les gens. On essayait, nous, de les réconforter, puis de les rassurer sans savoir rien. J'ai été là plusieurs jours. Ça a été intense. Je vous mentirai pas, en écoutant le témoignage de Julie, j'ai été terriblement bouleversé. Surtout touché de la force qu'elle a eue les journées qui ont suivi la tragédie. Surtout que c'est quelque chose qui vient encore la secouer aujourd'hui. Évidemment, on le comprend, les habitants de Lac-Mégantic ont été marqués par cet événement-là. C'est sûr que c'est encore très présent dans les mémoires. Pour vous expliquer un peu mieux ce qui s'est passé, le train transportait du carburant et il était arrivé à Nantes, à quelques kilomètres de Lac-Mégantic. Sauf que, pendant le trajet, la locomotive avait des problèmes de moteur et dégageait de la fumée. À cause de ça, un incendie s'est déclaré dans la locomotive, causant le relâchement des freins à air. Mais à ce moment-là, le conducteur avait déjà quitté les lieux. On a aussi appris qu'il n'avait pas appliqué suffisamment de freins pour sécuriser son convoi. Ces négligences ont fait en sorte que le train s'est mis en marche, tout seul. Il a pris de la vitesse jusqu'à dérailler, puis exploser en plein centre-ville et complètement l'incendier. Depuis l'événement, la population de Lac-Mégantic est très sensible à l'utilisation du transport de carburant par train, et avec raison. Aujourd'hui, les trains utilisent encore le même trajet qu'en 2013, et si une voie de contournement a été promise pour 2022, le projet prend du retard, et on parle maintenant de 2023. J'ai pu échanger à ce propos avec Julie Morin, la mairesse de Lac-Mégantic. C'est une tragédie humaine, bien sûr. Il y a eu 47 victimes. C'est aussi une catastrophe économique. On a perdu notre centre-ville, les logements au centre-ville, mais c'est aussi la pire tragédie terrestre environnementale en Amérique du Nord. Alors, c'est 7000 litres de pétrole brut qui se sont déversés dans notre centre-ville, dans le lac aussi, dans la rivière. Alors, c'est une tragédie environnementale sans mesure et quand est venue l'idée de reconstruire le centre-ville, de repenser notre ville, ben on voulait, et les citoyens l'ont nommé, voulaient que ce soit vraiment en lien puis qu'on puisse rebondir plus loin. Alors on va se reconstruire vert avec de l'énergie renouvelable en ayant les meilleures techniques finalement de reconstruction pour devenir une ville inspirante et une ville exemplaire aussi. J'aime beaucoup le point de vue de la mairesse, de tourner la tragédie en une belle chose, mais je me suis demandé qu'est-ce que Julie et Denis en pensaient de ces nouvelles technologies, considérant qu'ils vont les utiliser dans le centre-ville. C'est sûr que si on fait allusion au micro-réseau, les gens trouvent ça intéressant qu'Hydro-Québec soit tourné vers Lac-Mégantic pour instaurer ce nouveau système d'énergie-là. Étant donné que c'est un projet que, par exemple, les panneaux solaires sont sur le toit du centre sportif, on voit pas concrètement, puis je pense que les gens n'ont pas non plus la compréhension de ce que c'est un micro-réseau. Tu sais, c'est abstrait un petit peu, là. Donc, la population trouve ça le fun, mais elle sait pas vraiment ce que c'est. Alors, merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode d'Avant de tirer la plug. Wow, un instant!
Ah, c'est pas fini? Ben, non, j'ai été m'informer quand même. Ah, phew! Je trouvais que ça finissait plate un peu. Fait que c'est ça, pour nous aider à mieux comprendre, j'ai demandé à David Olivier, un ingénieur de chez Hydro qui travaille sur le projet, de nous en parler un peu plus. Ben, pour nous, il y a plusieurs objectifs avec un projet comme Lac Mégantic. Entre autres, c'est un des premiers projets sur lesquels on travaille avec des ressources énergétiques décentralisées. Puis pour ça, c'est de bien définir c'est quoi un micro-réseau. Si tu te promènes dans le monde, il y a plein de projets qui sont des micro-réseaux, puis c'est pas toujours la même chose pour chaque compagnie. Donc, pour nous, un des aspects qui rend un micro-réseau, c'est le fait qu'il soit ilotable. Puis au final, on a choisi un scénario qui était celui d'avoir un micro-réseau 100% énergie renouvelable, ilotable, donc qui peut se déconnecter puis fonctionner en îlot, indépendant du réseau d'Hydro-Québec. Ilotable. Ouais, ilotable. Imagine, là, je sais pas, t'es à la mairie de Lac-Mégantic, t'as une switch qui te permet de pouf, tu l'allumes, t'es plus sur le réseau d'hydro, t'es autonome, et pouf, tu l'éteins, tu te reconnectes au réseau général. Comme si, en appuyant sur l'interrupteur, t'es tout d'un coup sur une île indépendante. Ouais, c'est ça, Alex. Pas pour me vanter, mais j'ai passé mon épreuve uniforme de français au cégep. Pis tu sais, dans le cas de Lac Mégantic, c'est pas anodin que la particularité du réseau, c'est qu'il soit 100% renouvelable. C'est vraiment ce qui permet de tourner la page suite à la tragédie causée par le transport de pétrole. David Olivier m'a expliqué concrètement comment le projet fonctionne. Le centre sportif à Lac Mégantic, on a utilisé la surface disponible au toit pour mettre des panneaux solaires qui, eux, sont notre portion, comme je disais, centralisée. Ça joue le rôle d'une petite centrale solaire pour le centre-ville. Donc, l'électricité qui est produite par les panneaux solaires est utilisée par les bâtiments du centre-ville. On a une portion stockage, donc une batterie qui est également centralisée. Là, pour imager la portion stockage, c'est 2 containers de 10 pieds côte à côte qui totalisent 600 kWh d'énergie. Donc, ce système de stockage est utilisé pour emmagasiner l'électricité produite par les panneaux solaires. On peut également utiliser l'énergie du réseau d'Hydro-Québec pour se recharger. Puis ensuite de ça, peut se décharger là, à l'intérieur du micro-réseau. Puis on a également déployé des panneaux solaires chez certains clients à l'intérieur du périmètre de micro-réseau. C'est hyper intéressant parce que souvent on entend un peu le discours de les énergies renouvelables, c'est le fun, mais c'est très difficile de les stocker. Et puis là, en fait, finalement, on se rend compte qu'on arrive à stocker du solaire. Puis je me demandais un peu, est-ce que c'est la plupart du temps où la ville va pouvoir se déconnecter, va pouvoir siloter, puis être juste sur son micro-réseau, ou on va pouvoir mettre off sur Hydro, puis être juste sur le micro-réseau finalement? L'objectif avec Mégantic, c'est pas d'îloter puis se déconnecter de façon fréquente ou pour des longues durées de temps. On veut tester le concept, on veut l'îloter pour apprendre, voir comment ça fonctionne, pouvoir transposer les apprentissages. Donc, en ce moment, Lac Mégantic est un laboratoire pour éventuellement exporter ces technologies? Ouais, c'est ça. On teste le concept là-bas pour éventuellement le dupliquer dans d'autres villes. Julie Morin est d'ailleurs très fière du fait que Lac Mégantic permette ça. En fait, le fait de faire partie de la transition énergétique du Québec. Donc, c'est que les Méganticois sont aujourd'hui qui contribuent à ce grand virage-là qu'on veut prendre comme communauté. Ça aussi, c'est quelque chose qui inspire les citoyens puis qui font en sorte que plusieurs ont envie d'embarquer dans le mouvement. D'ailleurs, le premier micro-réseau, il est fait au centre-ville de Lac-Mégantic, donc c'est un périmètre défini pour ce qui est en train de se construire. Mais quand ça a été annoncé en février 2018, je me souviens que plusieurs citoyens qui ne sont pas dans ce périmètre-là étaient un peu déçus puis disaient « Mais nous, comment on va pouvoir contribuer? Nous aussi, on veut faire partie de cette transition-là. » Alors, aujourd'hui, le micro-réseau, c'est un projet qu'on a en transition énergétique, c'est un levier, mais on travaille sur plusieurs autres projets pour faire en sorte que l'ensemble des citoyens sentent qu'ils contribuent, qu'ils font partie du mouvement, puis qu'ils peuvent non seulement avoir des valeurs éco-responsables, mais les vivre aussi. Bon, parlons d'avenir. Tu crois vraiment que le micro-réseau va attirer plus de touristes que le Mont Mégantic? Je pense pas vraiment que les gens font du tourisme pour regarder des panneaux solaires. Mais ça parle de manière positive de la ville qui est déjà sublime. C'est un très bel endroit à visiter. Julie de Bolduc Chaussures a justement remarqué que les gens s'intéressent beaucoup plus à Lac Mégantic. On voit bien là, que la région attire de plus en plus de gens.
juste le lac, les lacs qu'on a dans notre région, les montagnes. Puis dans la dernière année, ben, les gens, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est marcher, puis observer, puis prendre le temps. Puis je pense qu'on a la place pour ça. Puis moi aussi, je suis positive quant au développement. C'est sûr qu'on voudrait que ça soit plus vite. Puis c'est sûr qu'on aimerait retrouver le cachet, pas cachet d'antan, mais le cachet de avant la tragédie. Mais je demeure positive, puis je suis persuadée, moi, que la ville est appelée à augmenter en population, puis à grandir là, dans les prochaines années. C'est un bel exemple de résilience, cette histoire-là. Effectivement, ça nous remplit d'espoir pour l'avenir. La ville du futur est peut-être plus humaine que je le pensais. Ah, le ciel est un peu moins rempli de drones et de voitures volantes, du moins. C'est le parfait exemple de construction de beau alors que tout partait d'une tragédie. J'ai bien envie qu'on utilise cette poésie pour s'attarder à la crise écologique dans laquelle on est plongé. L'avenir n'a qu'à bien se tenir. Les écolos arrivent. On va tout changer à coup de luzerne, d'amour pis de compostage. Moi, c'est tout ce que je demande. C'était Léa Hilardo et Alexandre Forêt. Avant de tirer la plug, c'est à la recherche Camille Lopez, à la réalisation, au montage et à la musique originale Marie-Hélène Frenette-Assad. Un concept de Barbara Judith Caron et Harold de Beaulieu. Avant de tirer la plug est une production d'Urbania présentée par Hydro-Québec. C'était un podcast Urbania.